Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir quelles sont les stratégies de la littérature contemporaine, autant au Québec qu'en France, puis me suis même intéressé aussi un peu à ce qui se fait en Allemagne, pour parler du monde tel qu'il va, puis comment la littérature parvient-elle à s'inscrire dans ce grand brouhaha là, des paroles qui circulent dans la médiasphère. Alors, le choix des œuvres a été déterminé par la volonté d'organiser le livre suivant 3 axes. D'une part, l'écriture biographique, l'écriture de l'histoire et l'écriture du fait divers. Alors, à partir de ça, pour l'écriture biographique, j'ai pensé immédiatement à Sebald. C'est un auteur allemand intéressant et qui est beaucoup plus proche de l'essai. Donc, ça me permettait aussi d'aborder la question de la fiction dans l'essai, non pas seulement de l'histoire de l'essai dans la fiction. Ensuite, il y avait la question donc de l'écriture de la personne, aussi Plamondon, la trilogie de Plamondon, 1984, qui sont 3 œuvres biographiques, mais d'une biographie tout à fait particulière, pas du tout traditionnelle. Il y avait la question de l'écriture de l'histoire. Alors là, c'était évidemment comment le roman traite l'histoire. Alors là, j'ai abordé Jan Karski de Yannick Hanel, La constellation du lynx de Louis Hamelin sur la crise d'octobre 1970, et à la fois Artefact et Le cœur d'Auschwitz, qui est un roman et un film de Karl Leblanc sur des survivantes du camp de concentration. Le dernier volet, l'écriture du fait divers, alors là, j'aurais pu prendre toute l'œuvre récente de Régis Geoffrey, mais je me suis arrêté à Klaus Tria, qui est son roman sur l'affaire Fretzel, c'est-à-dire sur cet homme autrichien qui a séquestré sa fille pendant 24 ans dans son sous-sol et qui lui a fait 7 enfants pratiquement au vu et au su de la famille qui vivait dans les étages supérieurs. Alors voilà, donc en gros, et puis il y a aussi, c'est vrai, j'ai oublié, la collection L'un et l'autre, toute la collection publiée chez Gallimard, qui était assez prestigieuse, dirigée par Jean-Baptiste Pontalis, qui là me permettait mais vraiment d'aborder toutes les variantes de l'écriture contemporaine, de la biographie, que ce soit des formes plus essayistiques jusqu'aux fantaisies romanesques biographiques les plus débridées. Alors, j'avais l'impression que comme ça, je pouvais avoir un corpus non pas représentatif de tout ce qui se fait dans l'écriture contemporaine, mais à tout le moins qui m'a permettait d'aborder ce qui, moi, m'apparaissait les axes les plus importants de l'écriture du réel et des fictions du réel aujourd'hui. Moi, je crois que cette littérature aux marges de la réalité et de la fiction, avec tous ces procédés extrêmement raffinés pour nous faire passer de l'un à l'autre, contribue à notre éducation, à nous apprendre comment lire le réel. Et c'est pour ça qu'elle est précieuse. Et que ces jeux, qui peuvent paraître des jeux stériles, sont très importants parce que c'est une pédagogie du réel en même temps et de la fiction que nous transmettent ces œuvres-là. Donc, c'est un jeu dangereux, mais c'est un jeu pour les écrivains de mélanger fiction et réalité, mais c'est un jeu sans doute très profitable, hein, parce que je pense que dans ces cas-là, la fiction vient en renfort de la recherche érudite, dans le cas de l'écriture de l'histoire, de la recherche documentaire, pour permettre aux écrivains peut-être de vivre de l'intérieur des choses qu'un historien n'arrivera jamais à faire, par exemple. Comme on nous a appris à lire la littérature, on devra nous apprendre à lire cette information tourbillonnante autour de nous, de toutes sortes de natures, de toutes sortes de sources, certaines étant validées, certaines l'étant beaucoup moins, certaines ne l'étant pas du tout. Et actuellement, la grande confusion qu'on sent, par exemple, chez les électeurs de Donald Trump aux États-Unis, c'est un défaut d'éducation. C'est que les gens n'ont pas encore bien appris, pas tous les gens évidemment, mais n'ont pas encore tout à fait bien appris
à lire les signes de la fiction, les signes du réel, comment on peut faire passer les uns pour les autres, comment il y a des points de rencontre, des points de jonction, comment on peut détecter ce qui relève de la supercherie, toutes sortes de choses que la littérature a apprises, a enseigné, je dirais, aux lecteurs depuis des siècles, en fait. C'est-à-dire que... Et les écrivains n'arrêtent pas de nous enseigner, de raffiner notre capacité de lecture et notre capacité de détection. Alors, à partir de ça, pour l'écriture biographique, j'ai pensé immédiatement à Sebald. Sebald, c'est un Allemand qui s'est exilé en Angleterre, qui est né, en fait, avec la fin de la guerre, 1944, qui s'est exilé en Angleterre parce que l'amnésie allemande et la normalité allemande lui étaient devenues invivables. Et à partir de cette base anglaise qui était la sienne, il a fait tout un travail d'exhumation d'une mémoire, mais avec, je trouve, beaucoup de tact, beaucoup de délicatesse, parce qu'il avait d'abord le sentiment qu'en tant qu'Allemand, Bavarois, catholique, aborder la question de l'élimination des Juifs, du génocide, du miracle allemand, tout ça, c'était quand même assez délicat. Alors, et puis ça me permettait aussi d'aborder, de voir comment non seulement le réel envahit des formes fictionnelles, mais comment aussi la fiction peut envahir des formes qui sont en principe des formes référentielles, des formes qui ne sont pas des formes de fiction, parce que le livre de Sebald, qui s'appelle Les Émigrants, et qui traite de 4 trajectoires biographiques, se donne avant tout en apparence pour un essai, mais un essai qui est très subtilement colonisé, je dirais, ou contaminé par la fiction. Donc ça, c'était un cas qui m'intéressait. Ensuite, je me suis penché sur le roman de Yannick Hanel, Jan Karski, parce que pour aborder, autant avec Sebald, c'était l'écriture biographique que j'avais essayé de trouver, mais quand même un peu l'écriture de l'histoire. Avec Karski, là, on était carrément dans l'écriture de l'histoire, et Jan Karski, c'est un roman qui a été très honoré par toutes sortes de prix, mais qui a aussi causé des polémiques assez importantes en France et en Europe en général, et où il y a une lecture très affirmée de l'histoire, où il y a aussi une tentative de vraiment faire cohabiter l'essai et la fiction. Et ça me permettait de voir comment se cristallisait un rapport à la mémoire et à une mémoire douloureuse dans une écriture contemporaine qui allait franchement, qui allait franchement aborder ces questions-là. Je me suis aussi penché sur la constellation du Lynx. J'avais déjà écrit là-dessus, je trouve ça intéressant, parce que la posture de Louis Hamelin est très ambiguë, c'est-à-dire où il prétend faire histoire, faire de l'histoire, où il prétend rectifier les erreurs de l'histoire, mais dans le cadre d'une fiction, et dans le cadre d'une fiction qui même parfois joue avec le grotesque, renommé un poète qui est une espèce de mélange de Féron et de Miron, chevalier branle-queue, ça indique déjà une intention un peu satirique, sinon parodique. Et je trouvais intéressant d'aborder ça parce que dans le cas d'Hamelin, c'est très clairement la fiction utilisée comme pharmacone, c'est-à-dire combattre le poison des fictions historiques, autant les fictions des Felkis que les fictions de la police, par une autre fiction. Mais une fiction qui serait supérieure parce qu'elle se sait être une fiction. Et en même temps, qui est une fiction qui se veut extrêmement documentée. Hamelin a beaucoup insisté dans toute la campagne médiatique qui a entouré son roman, sur les 8 ans de recherche qu'il a faites, sur le fait qu'il était allé gratter dans des archives où personne n'était allé. Et il a beaucoup revendiqué aussi, et ça m'intéressait, les sources, je dirais,
un peu discrédité, les journaux jaunes, Montréal Matin, des sources qui traditionnellement étaient réputées pour être absolument non fiables et non sérieuses, mais où lui croit voir des messages que les uns et les autres se sont adressés par le biais de journalistes complaisants, en tout cas. Bon. Et dans le même chapitre, comme Hamelin se réfère à l'histoire réelle et à des personnages réels, mais qu'il les renomme, c'était l'occasion d'aborder la question du roman à clé, qui de tout temps a été une façon aussi de faire entrer le réel un peu en catimini dans la fiction, de se protéger aussi de ce que pouvait avoir comme répercussion, entre autres juridiques, le fait de s'emparer de personnes vivantes puis de les mettre en fiction. Alors, il y a un roman d'Hélène Frédéric, qui est une écrivaine québécoise, jeune écrivaine québécoise, un roman qui s'appelle Forêt contraire, qui vient en France, qui a publié en France, et c'est un roman que je trouve tout à fait intéressant, qui met en scène ici un intellectuel allemand qui est venu vivre et mourir à Montréal, qui s'appelle Lothar Bayer, qui a été important, et qui apparaît dans le roman sous le pseudonyme de Lucas Bayer. Et ça m'a permis, donc, en le combinant avec le roman d'Hamelin, de mettre en parallèle de ces livres qui prétendent parler du réel, mais qui le déguisent en même temps un peu à travers le procédé du roman à clé. Puis c'était une façon aussi de revenir sur cette question du roman à clé, qui est un sous-genre qui a toujours été très mal vu, comme d'ailleurs le roman biographique jusqu'à un certain point, la biographie romancée ou d'autres genres qui, par ailleurs, m'intéressent. Je me suis intéressé à Karl Leblanc, cinéaste et romancier québécois, à travers, encore une fois, une histoire reliée à Auschwitz. Donc, son film Le cœur d'Auschwitz, qui est un documentaire, et son roman Artefact, qui reprend un peu la matière du documentaire, mais en ayant recours à la fiction. Et là, ce qui m'alertait dans tout ça, c'était pourquoi d'abord écrire deux fois la même histoire et pourquoi l'écrire, la fictionnaliser, qu'est-ce que la fiction apporte dans cette histoire et est-ce qu'elle décrédibilise le documentaire? C'est une espèce c'est un très beau film. Leblanc parle même, j'ose pas moi-même assumer cette expression-là, donc je le cite, il parle même d'un feel-good movie sur l'Holocauste, alors que le roman est beaucoup plus noir, et le roman, en fin de compte, se trouve à se dégager du réel pour montrer qu'à Auschwitz, les contes de fées étaient rares, et que les belles histoires étaient rares, et que ce que le documentaire pourrait nous faire apparaître comme le réel est en fait une exception à la règle. La règle à Auschwitz, c'était de mourir et de ne pas s'en sortir. Et puis enfin, un chapitre sur l'écriture du fait divers, vraiment, qui porte sur le roman de Régis Geoffrey, Klaus Tria, un roman assez pénible, mais intéressant, pénible parce qu'il est très long, c'est un roman de l'enfermement, sur cette histoire Fritzel, qui a fait évidemment beaucoup parler. Cet homme, donc cet Autrichien, qui a enfermé pendant 24 années sa fille dans un sous-sol et qui lui a fait 7 enfants, à l'insu, soi-disant, de son autre famille qui, elle, vivait aux étages supérieurs. Alors, évidemment, c'est l'écriture du fait divers et c'est assez une posture, celle de Geoffrey, elle est assez typiquement la posture des écrivains qui écrivent sur le réel, elle est un peu celle de Louis Hamelin, cette idée que la littérature peut débusquer une vérité que personne n'a aperçue, une vérité qui a été cachée sciemment, et qui pense par les moyens de la fiction, de l'empathie, de l'invention, parvenir à trouver un sens à un événement qui semble a priori ne pas en avoir. Puisque la thèse, d'abord, la thèse de Geoffrey, c'est que la famille savait, la famille ne pouvait pas savoir, étant donné l'insonorisation de la cave et ce que vivaient ceux qu'il appelle le petit peuple de la cave.
Donc, il y a eu une complicité de la famille, d'une part, et l'autre thèse, c'est que lors du jugement, l'Autriche a tout fait, la Cour a tout fait pour étouffer l'affaire et pour en faire une espèce d'anomalie monstrueuse, a couvert un peu ces événements-là pour dissimuler l'odieux, entre autres, de la loi autrichienne sur l'inceste. Et puis il y a toute une thèse vraiment maximaliste dans Geoffrey qui fait de cet événement une espèce de métaphore de l'Autriche comme un pays incestueux où on s'accouple entre nous. Et bon. Alors, il y a cette idée que par la fiction, même la fiction parfois, je dirais, la plus outrée, parce que Geoffrey nous amène à un moment donné en 2050. Il nous fait entrer dans la tête d'Elisabeth, qui, dans le roman, porte un autre nom, mais d'Elisabeth Fritzl. Il nous fait entrer dans sa tête et il nous fait imaginer ce qu'elle ressent, ce qui est presque braver un interdit quand on pense à une histoire comme celle-là. Et qui met en scène aussi l'enquête que lui-même fait sur le terrain, Régis Geoffrey, qui apparaît dans son roman, et qui nous montre comment l'écrivain essaie de soulever toutes ces pierres ou sans doute dessous la vermine grouille. Là. Bon. Alors, je suis Robert Dion, je suis professeur au département d'études littéraires de l'UQAM. Je travaille depuis plusieurs années sur des questions de fiction du réel, et puis je viens de faire paraître un livre aux presses de l'Université de Montréal qui porte exactement là-dessus, qui a pour titre « Des fictions sans fiction ou le partage du réel ».